Il y a une classe d'actifs qu'on adore en France, c'est l'immobilier. C'est un actif qui est assez lourdement taxé. Il y a un type d'investissement immobilier qui nous intéresse beaucoup chez Finaris, c'est l'immobilier locatif. Le LMNP, il vient de prendre un petit coup derrière la tête, puisqu'il a été un peu raboté. Qu'est-ce qui a changé dans le schéma et est-ce qu'il est encore intéressant? Moi, je pense qu'il est encore intéressant. En fait, le LMNP, c'était un peu un système, pas magique, mais un système contre-intuitif pour un fiscaliste. Le principe du LMNP, donc c'est location meublée non professionnelle, c'est que tu vas pouvoir faire comme une comptabilité d'entreprise. Donc, ça veut dire que tu vas déduire toutes tes charges, mais tu vas en plus amortir le prix d'achat de ton appartement, enfin, ou ton immeuble dans le temps. Donc, l'amortissement, je ne sais pas si tu vois ce que Ouais, c'est, bien mais sûr, ouais. voilà. Bon, c'est que tu déduis un bout du prix chaque année. Donc, ce qui fait qu'in fine, L'amortissement est juste comptable en plus. Il n'y ouais, a pas ouais, d'argent qui sort de ta poche. il n'y a pas d'argent. Et en plus, l'immobilier, surtout les appartements et tout, ça perd pas beaucoup de valeur avec le temps. Normalement, un amortissement, c'est l'usure dans le temps Oui. d'un actif. Bon, bref. Donc, ce qui faisait que, in fine, tu payais presque pas de loyer grâce à ce fameux Pas d'impôt. pas d'impôt, parce que ça venait s'imputer, ça venait compenser le loyer. Et après, à la sortie, on t'appliquait le régime des plus-values des particuliers. Donc on disait, non, mais la plus-value, elle est calculée sur la base du prix que j'ai payé au notaire. Alors que tu l'avais Tu amorti tout le l'avais long. effectivement déduit tout le long. Donc là, ce que ça a changé, donc il y avait un côté, tu vois, un peu schizophrène, en tout cas pour un fiscaliste. Et là, ce qui s'est passé, c'est que maintenant, ils disent qu'à la sortie, tu dois payer sur le prix notaire moins. Enfin, tu réduis le prix d'acquisition des amortissements que tu as passés, donc tu augmentes ta plus-value imposable. Après, ça reste intéressant quand même pour trois raisons. La première, déjà, c'est que tu repousses l'impôt. Et ça, c'est un des principes de base en fiscalité. Ça veut dire qu'en fait, tu payes l'impôt quand tu as du cash. Donc là, tu as été très peu imposé sur tes loyers. Tu le seras plus à la sortie. Mais bon, à la sortie, tu es censé avoir du cash. Donc, j'ai envie de dire, tu as repoussé. Puis, on verra ce qui se passe à l'avenir. Deuxième point, c'est que quand tu déduis tes amortissements, tu es au barème. Donc, tu peux être jusqu'à 40%. Alors que la plus-value immobilière, c'est 19%. Alors, plus les prélèvements sociaux de 17,2, mais tu les as aussi sur les loyers, hein, les prélèvements sociaux. Donc, en fait, tu déduis à 45 potentiellement pour cent, alors que tu es imposé à 19. Donc, ça reste une bonne opération. Et troisième point, c'est qu'on continue d'appliquer les abattements pour durée de détention. Ça veut dire que, tu probablement aussi bien connaître que moi, c'est que plus tu vends ton immeuble tard, moins ta plus-value sera importante parce qu'on va considérer qu'on t'applique un abattement avec le temps. Et donc, tu es totalement exonéré au bout de 30 ans. Bah, là, ça continue. Donc, ça veut dire que dans un schéma parfait, quand tu fais du LMNP, de toute façon, tu achètes, tu t'endettes, tu finances ton emprunt avec les loyers et tu le vends le plus tard possible pour ta retraite. Bon, bah ça, c'est toujours possible. L'assurance vie, c'est simple, c'est l'enveloppe d'investissement préférée des Français. Le problème, c'est que la plupart des contrats sont bourrés de frais. Frais de versement, frais de gestion, frais de contrat, frais de support, frais d'arbitrage. C'est un véritable millefeuille indigeste auquel vous allez faire face. Combinés, ces frais peuvent vite atteindre plus de 3% par an pour les acteurs traditionnels comme les grandes banques. Si vous suivez cette chaîne, vous le savez, 3% par an, c'est près de 60% de manque à gagner sur 30 ans. C'est exactement pour cette raison que j'ai lancé un contrat d'assurance vie avec des frais bas. Les frais de gestion commencent à 0,99% et évoluent en fonction de votre abonnement Finari. C'est simple, ce contrat, c'est l'un des moins chers sur le marché pour la gestion profilée. Et pour les fans de gestion libre, cette dernière arrive bientôt avec des frais encore plus bas et surtout, si vous souscrivez à une gestion profilée aujourd'hui, vous pourrez bien sûr passer à la gestion libre lorsqu'elle sera disponible. Cliquez sur le lien dans la description ou scannez le QR code qui s'affiche à l'écran afin de démarrer l'ouverture de votre contrat. C'est toujours possible. Après, c'est vrai que vu qu'au bout d'un an, tu n'as plus d'amortissement comptable, tu commences à être imposé sur les loyers. Et l'opération un peu magique, c'était que quand les amortissements baissaient fortement, eh bien, tu vendais le bien et ensuite tu en achetais un nouveau avec, parce que tu avais juste mis un petit apport. Avec ce que tu récupères, en fait, tu mets 5 apports différents et en fait, tu pouvais te construire un parc immobilier de dingue. Mais donc, ça reste intéressant pour toi. Ok, on a pas mal parlé du particulier, le LMNP, l'impôt sur le revenu, etc.
J'aimerais bien que tu nous dises maintenant ce qu'un chef d'entreprise peut faire très concrètement pour venir baisser sa pression fiscale à lui. Ouais, alors forcément, pour un chef d'entreprise, tu as plus de leviers. Le premier levier, déjà, c'est le choix de la structure. C'est-à-dire que est-ce que je choisis d'exercer mon entreprise, de faire mon entreprise via une SAS ou une SARL. On a souvent le mythe un peu de la SAS, mais en fait, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant. Il faut regarder parce que la grosse différence, c'est en fait, c'est les prélèvements sociaux et les dividendes. Dans une SAS, le dirigeant, il va être comme un salarié et il reçoit des dividendes classiques. Dans une SARL, il va être comme un indépendant, il paye plus de charges sociales. Mais par contre, les dividendes et les charges sociales sont déductibles du revenu de la SARL. Donc en fait, pour quelqu'un qui est vraiment seul un peu dans sa boutique, il regarde souvent globalement. Il ne regarde pas juste ce qui remonte. Donc parfois, c'est quand même plus intéressant d'aller sur la SARL. Le deuxième point qu'on va avoir, c'est qu'il a beaucoup plus de leviers sur sa rémunération. C'est lui qui décide. Voilà, c'est lui qui décide. Donc, premier point, on en parlait tout à l'heure, c'est il va adapter sa rémunération à son train de vie. Donc, s'il a un train de vie qui est modeste, il va se verser une rémunération plus faible en laissant dans la société. Comme ça, au moins, c'est pas taxé. En fait, ce qui est un peu dommage, c'est d'être taxé sur des revenus que tu laisses sur un compte comme ça, qui dorment un peu. Deuxième point, il va pouvoir quand même, toujours dans l'aspect rémunération, il va pouvoir piloter entre salaire, ou rémunération normale, et dividende. Parce que depuis Macron, en fait, tu as quand même une incitation à plus percevoir de dividendes qui sont taxés à 30%, alors que les salaires, ça peut aller jusqu'à 45%. Il n'y a pas de progressivité dans la flat tax. Exactement. C'est 30% ou jusqu'à 34% si tu es, comme on dit, en haut revenu. Mais les 4%, ils s'appliquent aussi pour le barème. Autre point, tu vas pouvoir mettre des modes de rémunération alternatifs. Ça veut dire que, par exemple, tu vas pouvoir faire des prestations de services. Tu vas pouvoir te mettre des redevances si c'est toi qui détiens la marque, le brevet, des choses comme ça. Et donc ça, c'est le deuxième point, c'est un peu les types de rémunération. Et le troisième, c'est que tu vas un peu pouvoir structurer ça. C'est-à-dire que quand je te dis des dividendes ou des prestations de services, tu vas pouvoir le faire avec des structures ad hoc, des fameuses holdings. Et donc, ça va permettre, si je te prends l'exemple d'un dividende, si j'interpose un dividende ou si je mets des parts du chef d'entreprise dans une holding, le dividende qui remonte dans la holding, il ne sera pas taxé. D'accord ? Donc, il n'est pas dans la poche du dirigeant, mais il n'est pas taxé. Et donc, ça lui permet après de réinvestir dans un autre, faire un autre investissement dans une autre société sans que ça ait été taxé à son niveau. Ça, c'est le régime mère-fille ? Ça, c'est le régime mère-fille.